Boa noite, todos. É, então, vamos dar início à palestra de encerramento do nosso evento com o professor Dr. Henrique Boeda, que vai nos relatar o histórico e o fortalecimento das relações franco-brasileiras para a arqueologia. É um imenso prazer de receber você. Normalmente a gente tinha o professor Henrique Boeda presencialmente aqui, infelizmente, devido a uns pequenos problemas técnicos, não foi possível ele vir até aqui, mas felizmente a gente tem os recursos tecnológicos para permitir que a gente tenha, mesmo assim, essa fala dele importante pela trajetória de pesquisa, pelo envolvimento de décadas dentro das pesquisas arqueológicas, em particular da missão franco-brasileira de arqueologia no Piauí, com a escavação de numerosos sítios extremamente importantes, as reescavações, as reanálises do material da Serra do Capivara, que fundamenta e amplia o conhecimento sobre as ocupações humanas muito antigas no sul do Piauí e na América do Sul em geral. Ele comanda também uma série de outras escavações em outros países da América Latina, Uruguai, Argentina também, né, Henrique? Portanto, não é apenas uma pessoa que tem uma experiência da cooperação franco-brasileira, mas que tem também, podemos dizer, uma experiência da cooperação franco-sul-americana em diversos contextos nacionais sul-americanos, portanto, que vai poder nos dar uma perspectiva continental sobre essas pesquisas arqueológicas em diversos contextos diferentes. Henrique, professor Boeda, desculpa, é um imenso prazer, muito obrigado por sua fala, por estar aqui com a gente hoje. A plateia é sua, a interface é sua, a fala é sua. Ok. Como suma o último a falar hoje à noite, Tem que falar mais alto, por favor. tu m'entends pas? Moi si, mais les gens dans l'auditoire pas. Alors là, ça pose un problème, je ne peux pas faire mieux. C'est pas parler plus près du micro? Et là, je m'approche du micro, vous m'entendez? C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Alors là, je suis carrément Venha, venha. Voilà. Como sou última a falar hoje à noite e o teria todo a tempo do mundo. Mas, depois de tantos dias, prometo que não vou me alongar. Na verdade, vou ser bem curto porque o balanço é fácil de fazer. Peço desculpas por não falar em português. Isso me levaria mais tempo. Eu quero que vocês guardassem alguns pontos da minha fala. Então, desculpem, eu vou falar em francês, mas os slides estão em português do Brasil. Donc, je vais commencer. Bon, je vais lire un peu ce que j'ai écrit au début en portugais, vous m'en voulez pas. Há 34 anos que di os meus primeiros passos no Brasil. Ao longo desses anos, testemunhei transformações que vale a pena mencionar. Limitar-me às relações entre a França e o Brasil, pois tornou-me toda a história e preciso voltar às raízes que permitiram este desenvolvimento. Donc, je vais faire un peu d'histoire, car c'est important, et que je me suis rendu compte que cette histoire n'était pas très présente durant les présentations suivantes. Ah, moi j'ai pas la main. Suivant, diapo. Diapo.
Je n'ai pas la main. Voilà. Donc, je vais parler en français. Eu falar em francês, mas você traduções em portugais. Vous ne, mis à part Loug, que vous connaissez tous, qui était un paléontologiste du 19e siècle, les premiers travaux en préhistoire, on les doit à Madame Lamy-Gamprère. C'est elle qui a pratiquement fondé l'archéologie sud-américaine. Et ça, il faut effectivement ne pas l'oublier. Elle est décédée prématurément en 1978, mais elle a, pendant plus de 20 ans, formé, voire 30 ans, formé des étudiants aussi bien uruguayens que brésiliens. Et elle a participé à la structuration de l'archéologie brésilienne avec effectivement les programmes PRONAPA de l'époque. Et donc c'est quelqu'un qui effectivement est important dans l'histoire des relations franco-brésiliennes. Elle était l'élève de Laura Gourand, ce qui n'est pas rien, parce que effectivement tous ces travaux vont être guidés selon deux axes qui vont d'ailleurs être intéressants à noter, car on les retrouve dans toute l'histoire de l'archéologie brésilienne. Tout ce que je vous dis est marqué dans le texte. En fin de compte, elle a eu étant élève de Laura Gourand, elle a travaillé sur des sites archéologiques, elle a fouillé, et ça c'est un élément important. Elle a fouillé du plein air, elle a fouillé des grottes, entre autres à la Sierra, à l'Agua Santo. Elle a travaillé sur les peintures, et ça c'est aussi fondamental. Hélas, son livre n'est pas traduit en portugais, mais je pense que son travail est fondamental. Et une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est à l'origine de la découverte des peintures de la Sierra da Capivara. C'est elle qui a été la première à aller voir ce qui se passait à la Sierra da Capivara. Et après avoir vu les peintures, elle a demandé à Nied Guidon, alors que Nied travaillait en Uruguay et à Sao Paulo, de monter dans le Piauí pour travailler sur les peintures rupestres. Donc, vous voyez, c'est un travail qui a été multifocal et qui effectivement a semé des graines. Donc, elle a aussi, au niveau des techniques de fouille, et ça c'est relativement important, apporté de grandes nouveautés puisqu'elle était de l'école Laura Gourand. Donc elle a une influence qui indirectement perdure, même si effectivement beaucoup de personnes ne semblent plus la connaître ou ne plus en parler. Donc pour moi, c'est une des premières racines qui me semble importante à rappeler. La deuxième racine qui me semble importante à rappeler dans cette relation franco-brésilienne, c'est effectivement mon ami Nied Guidon, qui est décédé il y a quelques mois et qui était franco-brésilienne, et souvent on oublie qu'elle était franco-brésilienne. Ce caractère franco-brésilien lui a permis effectivement, pendant les événements dramatiques qu'a eu le Brésil pendant un certain nombre d'années, de se réfugier en France et d'avoir un poste à la Sorbonne, à l'école des hautes études. Donc elle était maître de conférence à l'école des hautes études en France. Et cette double nationalité lui a permis, et lui permettra, alors lui a permis évidemment d'avoir une formation leroy-gouranienne, encore une fois, dans la tradition de Lamy-Gamprère, mais aussi
ça va lui permettre de pouvoir travailler dans le cadre du ministère des Affaires étrangères. Je reviendrai plus tard sur le rôle des affaires étrangères. Niette Guidon, quand elle est arrivée dans les années 70 au Piaoui, elle a très vite compris que la région de Capivara était une région exceptionnelle. Je ne vais pas refaire l'historique de mon amie. Tout le monde connaît son histoire. Elle est un des piliers fondamentaux de la recherche brésilienne après la mine en Prère. Elle a créé le parc Capivara en 79 après des difficultés et des batailles absolument pas possibles. Elle a réussi à en faire un parc, je dirais, UNESCO. Je veux dire, bon, même si ça ne veut pas dire grand-chose, je veux dire comment l'UNESCO a reconnu son travail. Sur un plan, il y a deux points qui sont importants à retenir pour elle. Sur un plan scientifique, c'est quelqu'un qui a été formé aux peintures, donc dans la tradition de Louroy-Gourhan. Et sa formation, lui a permis d'explorer, j'allais dire, mètre par mètre, les peintures de la Sierra da Capivara. Pour ceux qui y sont allés, il y a plus de 1000 sites qui présentent des peintures. Et en tout, il y a 1500 sites archéologiques, dont 1000 sont avec des peintures, et la plupart sont effectivement, je dirais, répertoriés. Donc ça, c'est un élément absolument fondamental. Mais lors de ses travaux sur les peintures, elle a, pour notre bonheur et pour son malheur, découvert le site de Boqueiro da Pedra Furada, qui va lui livrer des documents qui sont inattendus. C'est-à-dire qu'elle va découvrir des gisements, des couches archéologiques, qu'elle va dater au fur et à mesure, et elle me le disait de cette façon-là. Tu sais, Eric, moi je suis bête. On m'a appris à chercher le bedrock. Donc, je fouille, je trouve un niveau archéologique. Si j'ai des moyens de le dater, je le date. À l'époque, il n'y avait que le C14. Puis, donc, je continue. Si je trouve un autre niveau avec du C14, avec du charbon, je date, ou avec de l'os, je date. Et elle m'a dit, je suis arrivé à la limite des datations. C14, à l'époque, était aux alentours de 34 000. Et elle m'a dit, c'est comme ça. Voilà. Donc, si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de la faute des dates, c'est pas de la faute de la technique de fouille, parce que si ces fouilles étaient considérées comme bonnes pour les périodes récentes, elles l'étaient tout autant pour les périodes anciennes. Et donc, il y a eu le premier article qui a été publié dans Nature avec Georgette Delebrias et qui a révolutionné effectivement, ou bouleversé, ou traumatisé, ça va dépendre des continents, l'idée que l'on avait des premiers peuplements qui, je vous rappelle, étaient bloqués sur le fameux pré-Clovis, sur le fameux Clovis de 12 000 ans. Donc, elle est rentrée en plein dans le débat des premières occupations humaines sans forcément le vouloir. Mais comme elle était pragmatique, elle n'a pas cherché à se battre plus que ça. Elle a dit, moi j'ai trouvé, voilà, je veux dire qu'à partir de là, tout reste ouvert. Si les scientifiques veulent venir, il n'y a pas de souci. Là, et c'est à partir de là où effectivement, elle m'a demandé de venir en 2008, de venir prendre la relève et de fouiller avec elle, ou tard, après les fouilles de Parenti d'ailleurs, que je dois nommer, qui avait fait un excellent travail, de reprendre ces problématiques. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc je tenais à souligner ces deux aspects, les peintures et les premiers peuplements antiques das Américas, des Amériques, en tout cas de l'Amérique du Sud. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'à partir d'un certain moment, elle a voulu sauver ce patrimoine. Elle s'est rendue compte qu'il fallait transmettre ce patrimoine aux jeunes générations. Or, cette région qui est pauvre, qui n'était pas développée pour le tourisme,
posait un certain nombre de problèmes et il y a eu tout un travail considérable pour rendre ce parc accessible au plus grand nombre, aux handicapés. Je veux dire, il y avait eu un travail donc patrimonial, social qui a été fait et qui a occupé une bonne moitié de sa vie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une personne à multiples facettes et son travail, hélas, n'est pas forcément suivi. Tous les espoirs qu'elle avait mis dans la continuité de ses œuvres n'est pas forcément actuellement poursuivi. Mais bon, ce n'est pas le problème de ces discussions. Mais sachez que le parc n'est pas entièrement utilisé, que beaucoup de peintures sont en voie de dégradation et qu'il est très difficile d'avoir un budget pour effectivement protéger plus de 1000 peintures, ou 1000 sites à peinture. Donc son impact a été, je pense, pour toutes les générations, fondamental, même si les gens ne le savent pas, indirectement, ils s'en souviennent. Un troisième personnage, un couple, photo suivante, qu'on doit citer parce que c'est un couple franco-brésilien, Aguena Vilhena et Denis Vialou, qui ont eu un rôle aussi très important. Aguena parce qu'elle était prof à la l'USPI et Denis était, lui, maître de conférence à l'époque au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et leur rencontre a permis le maintien et une sorte de poursuite générationnelle au Brésil. Le ministère des Affaires étrangères a très vite compris l'intérêt des missions d'Agueda et de Denis, et le ministère des Affaires étrangères est tout de suite intervenu pour soutenir les fouilles qu'Agueda et Denis Vialou vont réaliser en différents endroits du Brésil. Donc, c'est grâce effectivement au ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères françaises que ces deux chercheurs ont pu réaliser sur plus de 20 ans des travaux dans différents endroits. Alors, Denis était plus spécialiste des peintures, Agueda était plus spécialiste des industries lithiques. En fonction de mon registre personnel, je dirais que Agueda a mis en avant l'industrie lithique de Santa Helena et s'est elle-même battue pour effectivement attester de l'ancienneté. Et c'était à l'époque le second site que l'on trouvait en Amérique du Sud qui dépassait les 20 000 ans, puisque la datation, je ne me souviens plus, c'est de 26 ou de 27 000 ans. Donc ça a été un rôle considérable. L'autre rôle qui a été important dans cette équipe d'Agueda et de Denis, c'est qu'ils étaient des formateurs. Et beaucoup d'étudiants brésiliens et français à l'époque se sont formés aux techniques de fouille qui étaient celles de Leroi-Gourhan. Et on retrouve encore le système Leroi-Gourhan, c'est-à-dire des surfaces fouillées de façon horizontale. Bon, on peut en discuter, on peut avoir un débat sur les techniques de fouille, mais néanmoins, ces techniques de fouille ont permis de mettre en évidence des horizons archéologiques qui étaient incontestablement encadrés sédimentairement et qui permettaient effectivement d'identifier des cultures qui se sont révélées être plus anciennes. Donc, c'est des gens qui sont moins connus peut-être. Heureusement, ils sont encore sur Terre avec nous. Bon, Denis, hélas, est malade, mais Agueda est toujours aussi vivace et dynamique, et je sais qu'elle vient fréquemment au Brésil pour apporter la bonne parole. Donc, ce sont deux chercheurs qu'il ne faut pas oublier. Voilà dans les racines les trois personnes ou trois groupes de personnes que je voulais mentionner pour que les jeunes n'oublient pas effectivement que toute histoire s'appuie sur le temps long et que ce temps long, il faut aller le chercher et qu'il ne faut pas l'oublier car si vous vous intéressez
à telle ou telle problématique, si vous fouillez de telle ou telle façon, si vous êtes ouvert à telle ou telle collaboration. Tout cela est dû à vos formateurs et vos formateurs, ils se succèdent dans le temps. Diapo suivante. Alors, là, on va passer dans le concret, c'est-à-dire que je ne vais parler que des missions qui sont financées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'étais jusqu'à récemment, après plus de 12 ans de responsable de la commission des Amériques à la commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc j'ai pu effectivement avoir une certaine évolution, voir une évolution et avoir une certaine influence sur les fouilles. Actuellement, le Brésil dispose de 3 missions. Nous aurions pu en compter 4, mais Agueda et Denis Vialou ont, du fait de leur âge et de leur souhait, donc définitivement arrêté les fouilles. Alors ça pose un problème parce que Agueda et Denis travaillaient avec une université qui était importante et qui était l'USP, l'université de Sao Paulo. Or actuellement, mis à part des relations que l'on peut avoir individuellement avec tel ou tel chercheur, la France n'a plus directement d'appui et je dirais, de collaboration directe avec l'équipe de préhistoriens de l'USP, voilà, ou du musée de l'USP, même si nous avons des relations amicales. La plus ancienne est la mission sur les premiers peuplements d'Amérique du Sud, qui date en réalité de 2005, qui ont été, donc, que j'ai dirigé pendant, et que je dirige, et que maintenant j'ai cédé ma place à Christophe Grigaud, parce que j'ai pris une autre responsabilité d'une mission en Argentine. Mais disons que depuis 2005, les fouilles dans la Sierra da Capivara et autres ont été donc développées. Alors, la thématique, c'est les premiers peuples, c'est les premiers peuplements. En tout cas, c'est les peuplements, j'aime pas la notion de premier, c'est les peuplements pléistocènes. Voilà. C'est-à-dire, on ne sait pas si on a découvert les premiers, ou en tout cas, on a des peuplements pléistocènes. Et ces peuplements pléistocènes, on les a recherchés évidemment dans la Sierra da Capivara. On a quand même trouvé 9 sites archéologiques et ces 9 sites archéologiques totalisent plus d'une trentaine de niveaux archéologiques pléistocènes. C'est-à-dire que la Sierra da Capivara, à elle toute seule, comprend plus de couches pléistocènes que n'en contiennent les 3 Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc vous voyez l'importance de la région de Capivara. Nous avons développé un programme avec l'Université de Teresina dans le parc Confuso-Est, qui est à côté de Capivara. Nous approchons de périodes anciennes, nous espérons bientôt pouvoir avoir d'excellentes nouvelles. Et nous avons aussi, dans le cadre d'une problématique qui est née de sites fouillés dans la Sierra Capivara, nous avons été amenés à reprendre des sites dans la région de Serranopolis pour essayer de voir si ces notions de Pléistocène se limitaient uniquement à la région du Mato Grosso et du Piauí, ou on pouvait l'étendre au plateau central. Et ce n'est pas un scoop, si c'est un scoop, les fouilles qui sont menées avec Paolo Ramos et Sibeli Viana ont démontré cette année, en 2025, l'existence de niveaux pléistocènes sous les niveaux Itaparica, que ce soit d'ailleurs à Goya 1 et très certainement à Goya 2. Après, il y a un programme plus jeune qui est développé par Antoine Lourdeau, que vous connaissez tous, qui est une star française au Brésil, puisqu'il parle brésilien depuis parfaitement bien. Et j'en suis fier, je suis très fier de lui, puisque c'était un de mes étudiants pour lequel je me suis battu pour qu'il puisse effectivement réaliser son rêve qui était de travailler au Brésil. Il a une mission sur les peuplements préhistoriques dans la vallée de l'Uruguay. Il a mis en place et découvert une séquence
je dirais, du fin Pléistocène supérieur ou début de l'Holocène ancien et Holocène, qui est très très important dans cette région, car effectivement, on ne connaissait que des ramassages de surface. Il a mis en évidence que ce soit les industries bifaciales ou des industries laminaires, des choses qui sont très 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 pertinentes et qui, bon, ce serait un autre problème de le développer, qui serait à développer, mais disons qui touchent à une spécificité peut-être des industries holocènes du Brésil, voire même des basses terres américaines, qui est qu'on a une très grande différence entre une homogénéité des industries pléistocènes dans les basses terres, que ce soit en Uruguay, en Argentine ou au Brésil, et une très grande variabilité des industries durant l'Holocène, que ce soit d'ailleurs dans les mêmes régions que un pays que je viens de citer. Bon, son travail est important, j'espère qu'il le continuera, et on verra qu'il aura la possibilité de continuer. La troisième mission était une nouvelle mission. C'est une mission qui est sur les Sambaqui en Amazonie. Elle a été créée en 2025. C'est une chercheuse brésilienne qui effectivement a eu un poste en France et qui lui permet donc de bénéficier de financement du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir mener à bien ses missions. Alors, vous avez effectivement les 3 points qui sont développés dans sa mission, je vous laisse les lire. Les résultats sont attendus cette année dans son premier rapport. C'est une chercheuse extrêmement brillante avec une double formation qui est donc française et brésilienne, extrêmement dynamique et qui aura un avenir très 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 prometteur pour le développement de la recherche au Brésil. Voilà les 3 missions actuellement qui sont développées, qui sont payées par le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour être redevable d'une mission des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, il faut recueillir un certain nombre de conditions. Soit vous êtes français et vous avez un poste en France et vous avez le droit de bénéficier d'une mission, soit vous êtes étranger et vous avez un poste officiel en France et vous avez le droit de bénéficier de missions, ou soit vous êtes français et vous avez un poste à l'étranger et vous avez le droit de bénéficier donc de missions subventionnées par le ministère des Affaires étrangères. Voilà les 3 possibilités. Ces possibilités ont été élargies au postdoc. Donc avant, il fallait être en poste. Maintenant, ceux qui sont en postdoc ont la possibilité d'avoir une responsabilité de mission. Donc ça, c'est un élément important. Là, le gros avantage, alors cette commission des fouilles, je ne raconterai pas son histoire, mais disons qu'elle a été créée en 1970 et elle permet, et elle a pour objectif de développer toutes les fouilles à l'extérieur de la France. Il y a plus de 300 missions françaises à l'étranger. Donc c'est le seul pays au monde à développer cette politique culturelle qui est d'ailleurs, ça s'appelle de la diplomatie scientifique. Les archéologues sont les premiers à intervenir sur des terrains inconnus et en général, ils sont les derniers à partir du terrain et en général, dans certains cas, sous les bombes. Là, le gros avantage d'avoir une mission soutenue par les affaires étrangères est effectivement sa durée, sa stabilité pluriannuelle. Une mission dure 4 ans. Vous avez un financement d'office pour 4 ans, à supposer que vous respectiez les règles. Et vous avez la possibilité de renouveler tous les 4 ans cette CID. Et il y a certaines missions comme ça qui ont des programmes extrêmement longs à travers le monde et qui peuvent atteindre 15 ans, 20 ans, 30 ans sans aucune difficulté. Alors évidemment, ce n'est pas forcément toujours la même personne qui est responsable. Il y a d'autres responsables qui prennent la succession puisque le thème scientifique vaut la peine et qu'à partir de là, Guy Lespierre reste toujours du même âge
les chercheurs, eux, évoluent dans l'âge et donc doivent être remplacés. Cette politique est très très importante parce qu'elle permet pour le Brésil et tous les pays avec lesquels on travaille, permet d'assurer des programmes sur 4 ans. On est certain d'avoir sur 4 ans la même somme d'argent, voire un peu plus si on est chanceux. Donc cela est très important puisqu'on n'est plus à chercher systématiquement et à se poser de l'argent et à se poser la question est-ce que l'année prochaine on pourra fouiller. Là, on est capable de faire des programmes pluriannuels et voire multipluriannuels. Donc c'est un avantage considérable et si effectivement on peut y voir, je dirais, certains peuvent y voir des soucis ou des problèmes d'ingérence ou des problèmes qui ont attrait à des côtés politiques, il faut savoir que cette possibilité de travailler sur le temps long est un bénéfice que tous mes collaborateurs, effectivement, je dirais, avec lesquels je travaille, bénéficient et sont parfaitement heureux. Et ça leur permet à eux, avant tout, de développer leur recherche et la recherche brésilienne. Nous sommes là en tant qu'experts euh, et nos collaborations sont en général demandées par les personnes avec qui nous travaillons. C'est rarement nous qui décidons de vouloir travailler à tel endroit. Nous sommes des experts qui sommes demandés. Donc voilà le rôle du ministère des Affaires étrangères, des durées, des durées de subventions stables, pluriannuelles. Et puis, le Brésil a un statut très particulier vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le premier pays avec lequel la France a collaboré pour des raisons historiques avec des jeunes chercheurs et qui a mis effectivement euh, sur pied toute une génération de chercheurs. Et moi-même, j'ai pu voir que, à travers les différentes présentations, j'ai vu des visages qui m'ont fait énormément plaisir, parce que je vois que un grand nombre d'entre eux, je les connaissais. Ce qui était moins agréable, c'est qu'ils avaient grandi et que s'ils avaient grandi, moi j'avais vieilli. Mais j'étais content de voir qu'il y a au moins 5 à 6 générations de chercheurs brésiliens, pas tous les chercheurs brésiliens, en tout cas que la France a favorisé un grand nombre de chercheurs brésiliens qui maintenant, par leur fonction de professeur, assurent la continuité de, de l'archéologie brésilienne. Ces chercheurs proviennent d'écoles différentes, et ça c'est bien. C'est bien de multiplier les écoles, hein, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir qu'on sort tous du même nid. Il faut pouvoir se mélanger et confronter effectivement les façons de voir. Photo suivante, diapo suivante. Alors, là, c'est un autre point que je voulais aborder parce que si effectivement le ministère des Affaires étrangères permet le financement des missions, nous sommes, chaque pays a une ambassade de France. Et l'ambassade de France au Brésil est une ambassade qui est dynamique et qui a toujours été dynamique et qui a toujours soutenu l'archéologie brésilienne. Même si effectivement il n'existe pas de canal spécifique profilé pour l'archéologie, l'archéologie a toujours été considérée effectivement comme un moyen de la diplomatie. Et donc, l'ambassade de France est toujours prête, par différents moyens que l'on va évoquer, à aider effectivement les chercheurs. Alors, il y a quatre endroits, il y a disons 4 endroits importants que vous devez connaître.
Il y a ce qu'on appelle le service culturel, d'action culturelle qui se situe à l'ambassade, qui, si vous avez des projets, si vous avez effectivement euh, de colloques ou des missions, vous pouvez toujours contacter effectivement le service culturel de l'ambassade de France et faire des propositions. Évidemment, c'est pas le budget n'est pas le même que celui des ministères des Affaires étrangères et que le budget alloué à la culture et à l'archéologie des ambassades variera en fonction des projets qui lui seront proposés. Mais il y a toujours une disponibilité possible, effectivement, pour pouvoir organiser, comme, comme cette journée à Térésina, de l'argent pour pouvoir créer des manifestations et pouvoir ainsi créer cette dynamique et participer à cette dynamique. Vous avez aussi les consulats. Et là, je vous conseille de vous retourner vers les consulats. Il existe 3 consulats, un dans le nord-est qui est à Recife, un autre qui est à Sao Paulo et un autre qui est à Rio de Janeiro. Les consulats n'ont pas non plus de ligne budgétaire attitrée et attribuée à l'archéologie. Néanmoins, ils peuvent vous aider soit à vous diriger sur, à vous conseiller, ou voire même sur certaines opérations, comme d'ailleurs l'opération de Teresina, ou d'autres opérations dont a pu bénéficier, je sais, par le consulat de Sao Paulo pour certaines opérations, peut, peut effectivement vous aider. En général, c'est souvent pour des manifestations et des réunions scientifiques. Donc ça, profitez-en. Les consulats sont là pour vous aider, en tout cas vous conseiller et éventuellement vous financer. Après, vous avez deux autres process, on dirait, quoique j'aime pas ce terme. Vous avez le CAPES COFECUB. Le CAPES COFECUB est à la fois réservé aux professeurs et aux étudiants. C'est retenez le nom, je vous conseille d'aller sur le site pour vous renseigner. C'est des contrats de 2 ans qui permettent un échange d'un professeur et d'un étudiant en thèse ou en postdoc du Brésil d'aller en France et vice versa d'un professeur français ou d'un étudiant français ou d'un étudiant français de venir au Brésil. Donc, CAPES COFECUB, c'est un échange qui est de très court terme, qui n'est pas forcément très bien financé, mais qui permet effectivement pour des séances de séminaire, ou c'est très important dans le cadre effectivement de l'enseignement. Après, vous avez tous, et j'ai entendu le fameux la Bolsa Sandwich, c'est effectivement la bourse sandwich, j'ai horreur de ce terme, mais bon, beaucoup d'entre vous en ont profité et vous permet effectivement d'effectuer un doctorat en France pendant 3 ans. En tout cas, d'avoir une subvention qui vous permet de venir faire votre doctorat en France. Alors là, ça suppose que votre directeur de thèse soit français, mais pas que. Il peut y avoir des accords interuniversitaires de co-direction. Alors, il peut y avoir des co-directions qui ne nécessitent pas d'accord interuniversitaire, mais il peut y avoir aussi des co-tutelles, c'est-à-dire que la direction de la thèse, elle est dépendante de 2 universités, l'une française et l'autre brésilienne. Donc, vous voyez, il y a différentes possibilités, que ce soit pour des actions ponctuelles, et là, donc, c'est le SCAC ou les consulats, pour des programmes d'échange. Alors, les 2 premiers, le SCAC et le consulat, c'est surtout pour organiser des séminaires et des réunions, et ça, c'est à mon sens quelque chose qui n'est pas assez utilisé. La deuxième chose, c'est CAPES COFECUB. Là, ça suppose qu'il y ait des relations qui soient plus soutenues et qui soient un peu plus structurées. Et puis, effectivement, pour les étudiants brésiliens, il y a les fameuses bourses CAPES, les fameuses bourses sandwich. Donc, l'ambassade a un rôle très actif et très important dans le développement, disons, du quotidien, j'appellerais ça le quotidien de la recherche et de la collaboration franco-brésilienne. C'est très différent, bon, même si ça dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassade a sa propre autonomie et a sa propre politique, donc je vous invite à retourner, effectivement, à vous tourner vers ces organismes-là.
Ils m'en voudront peut-être parce que peut-être que vous allez avoir envie de les, de les solliciter. Mais bon, ils sont faits pour ça et ils le feront, je sais, avec plaisir. Diapo suivante. Oui, alors cette diapo suivante, elle est pas forcément, elle est à la fois pleine d'optimisme et je dirais, il faut la voir de façon optimiste. C'est qu'effectivement, durant mes 34 années de présence au Brésil, j'ai voulu représenter mon travail un peu sous la forme de cet arbre avec ses racines, avec lesquelles j'ai moi-même pu bénéficier, euh, que ce soit Niette, que ce soit Denis, que ce soit Agueda. Je vais hélas bientôt devenir une racine, mais je vois que il y a eu beaucoup de branches qui ont été créées, qui ont poussé et qui sont en train de donner des magnifiques feuilles et fleurs et qui vont certainement polliniser. Donc je suis quelque part assez fier du travail que nous avons en tant que Français effectué au Brésil, car nous avons formé une génération, des générations de chercheurs qui sont totalement indépendants. Je veux dire, ils ne sont pas dépendants d'une école quelle qu'elle soit. Elles sont autonomes sur le plan de la pensée et ça, quelque part, il y a un universalisme français qui fait que nous ne cherchons pas à créer des clones. Nous avons voulu, nous sommes engagés, il y a une coopération puis une collaboration. Maintenant, cette collaboration a porté ses fruits. Je pense que nous rentrons dans une nouvelle ère euh, et que, je dirais, la question c'est encore avez-vous besoin de nous autrement que sur un plan financier. Maintenant, j'évoquerai un dernier point que j'ai pas, hélas, eu le temps de traduire. C'est que si tous les chantiers français ont été des chantiers de fouilles et d'autres chantiers hein, dirigés par d'autres collègues, il n'y a pas que la France évidemment, et ont formé une pléthore de jeunes archéologues aussi bien qui sont devenus professeurs ou qui se retrouvent dans les fouilles d'urgence, euh, il existe un déséquilibre qui s'est créé. Et qu'en fin de compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de moins en moins d'étudiants français sur les fouilles sur lesquelles que nous faisons avec nos collègues. Et cette perte ou ce déficit d'étudiants français est tout à fait regrettable. Il ne touche pas que la France, il touche d'autres pays européens. Mais ça veut dire que quand nous serons devenus des racines, y aura-t-il effectivement une nouvelle génération de jeunes chercheurs français qui auront aussi le loisir de vouloir collaborer avec vous sur des thématiques ou alors que vous désireriez travailler avec telle ou telle personne. Donc il y a un problème qui est français, qui ne vous touche pas, mais qui quelque part peut avoir des conséquences dans les années et assez rapidement, parce que depuis 3 4 ans, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants français qui décident de venir participer à des fouilles au Brésil ou en Amérique du Sud ou en Amérique tout court. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de filière d'enseignement spécifique en France sur les Amériques. Donc là, on touche à un autre problème de politique et ce n'est pas ni mon rôle ni le lieu d'en parler, mais nous sommes à un tournant et si je crois qu'il faut, j'allais dire, sauver le soldat Ryan, je pense qu'il faut sauver l'étudiant français et effectivement faire venir des étudiants, faire connaître aux étudiants cette préhistoire, votre façon de faire, parce que vous avez vos façons de faire maintenant, et à partir de là, ça permettra un enrichissement.
Donc, je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez fait. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de finir cette séance qui est un bonheur à vous voir tous, rayonnants et plein de projets en tête. Et je vous souhaite une continuité et j'espère que l'on se reverra bientôt. Obrigado. Merci. On a eu quelques problèmes d'audio ici, mais tout le monde a pu écouter de toute façon ta présentation et elle est enregistrée, donc on arrivera à résoudre les problèmes d'audio ici du musée. De toute manière, je te remercie pour la présentation. Tu vois, je suis en train de suer parce que j'ai couru dans tous les sens pour essayer de trouver une solution au problème d'audio. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire voudrait poser une question à Monsieur Boeda? Peut-être Caroline qui va lâcher son appareil. Julien voudrait poser une question. Est-ce que tu peux venir ici pour poser la question, s'il te plaît, parce que c'est bien d'avoir une caméra, une deuxième caméra sur sur l'auditoire. Hein. Ah oui, non, mais je surveille Caroline depuis tout à l'heure. Hein. J'ai une question, je vais la faire d'abord em português, d'accord? No final da apresentação, ele estava falando a respeito dos estudantes franceses que não estão se interessando em participar das escavações, né? E que talvez isso possa comprometer a continuidade, né? Então, eu queria, vou perguntar para ele qual o motivo que ele acha que é disso, um problema societário, as pessoas não estão entrando mais na universidade, ou o que acontece na France, né? Donc, ma question, c'est par rapport à ce que vous avez partagé avec nous à la fin de la présentation à propos des étudiants français qui ne s'intéressent plus à participer au chantier de fouilles. Donc, que pensez-vous que c'est la raison pour ça? Vous disiez qu'il y a une diminution des étudiants. On constate ça aussi au Brésil. Et on voit, on pense à une chose plutôt liée à la pandémie, et que peut-être ça peut revenir, la quantité d'étudiants. Vous pensez que ça peut être ça aussi en France ou une autre question? Alors, Juliana, il y a deux problèmes. On avait constaté, alors déjà, le manque d'étudiants a été observé avant la pandémie. La pandémie n'a rien arrangé. La pandémie a aggravé, mais le processus était déjà enclenché. Après, le problème des chercheurs, des jeunes qui veulent travailler en Amérique, il faut pour cela que les enseignants français connaissent l'Amérique. Et pour cela, il faut qu'on recrute des professeurs qui sont capables de faire un enseignement. Actuellement, la seule personne qui est capable de faire un enseignement, hélas, trop court, puisqu'il s'agit de séminaires sur 24 heures, c'est Antoine Lourdeau. C'est le seul relais qui existe actuellement en France. Autrement, vous n'avez plus aucun professeur qui soit capable de diriger une thèse en ayant des connaissances sur le Brésil d'un étudiant brésilien et encore moins d'un étudiant français. Parce que l'étudiant français, il n'a aucune raison de venir travailler sur le Brésil. Alors on a, sur la problématique des premiers peuplements, ça c'est différent puisque il y a un côté polémique, donc il y a un côté challenge. Là, on a des étudiants. Mais je dirais qu'on a plus d'étudiants étrangers, voire brésiliens, que d'étudiants français. Mais pour le déficit en étudiants, oui, il y a un problème mondial qui, en fonction des pays, est plus ou moins grave. Mais il n'y a pas que ça, si tu veux. Il y a aussi, en France, l'absence de formation. Parce que le problème n'est pas de former 10 000 étudiants sur le Brésil ou sur l'Amérique du Sud. Le problème, il est que nous n'avons aucun étudiant qui s'intéresse à aucun des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale et de la quatrième Amérique qui est les Caraïbes.
Donc on n'a personne, je dirais. Et qu'à partir de là, Juliana, si on continue le raisonnement, bientôt il n'y aura plus de mission française au Brésil, du ministère des Affaires étrangères. Il y a eu en Uruguay une mission qui s'est fermée, Denis Vialou a été fermé au Brésil. En Uruguay, malgré des découvertes très importantes, nous avons été obligés de fermer le bar parce que le porteur du projet ne pouvait pas continuer, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement un problème de politique générale, je dirais, qui ne vous touche pas directement, mais qui touche la France et qui est la prise en considération de l'Amérique des basses terres. Et je précise parce que ce soit l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Brésil, c'est quand même 8 dixièmes de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. C'est pas forcément grave au niveau de la formation parce que vous êtes formé, vous participez à des colloques internationaux, donc ça y est, vous êtes dans la machine. Je dirais, c'est très bien. Mais bon, je veux dire, dans le cadre des relations humaines et des relations transdisciplinaires ou transnationales, je pense que c'est effectivement un changement de génération, c'est une déglobalisation. Déglobalisation, d'accord. Merci. Você quer resumir? Vocês querem que eu traduza, repita em português? Bem, ele diz que, do ponto de vista dele, é claro que a pandemia teve um efeito importante nessa trajetória, mas ele vê que a trajetória já existia antes, no sentido da baixa de alunos. É uma tendência que já existia antes e que, claro, a pandemia veio aumentar, dramatizar, colocar mais forte ainda. Mas então que tem uma diminuição grave dentro da questão da formação dos estudantes. Boa noite. Que as pessoas, basicamente, parecem não se interessar mais por contextos americanos, nesse sentido, ele diz América do Sul, América Central, Andina, o Brasil e o Caribe também, né? É generalizado para estudantes que queiram estudar contextos americanos em geral. Ele diz, por exemplo, que a única pessoa que tem na França hoje com um conhecimento, de fato, de contextos americanos arqueológicos, é o professor Antoine, que está aqui, que se tornou, então, a única pessoa no país inteiro com uma bagagem para orientar pesquisas e desenvolver pesquisas no Brasil, no caso. Então, se torna, não é nem apenas um problema de estudantes, é um problema de professores também, porque diz, a questão não é formar 10 mil franceses para vir estudar no Brasil, não é necessário isso. 10 seria fantástico já, mas é difícil conseguir nessa situação 10. Acho que mais ou menos é por ali. Alguém quer seguir com uma pergunta a mais? Sim. Antoine está vindo. En français, oui. Et puis on va traduire en portugais. Salut Eric. Salut Antoine. En français, la question. Fais la question en français. Juste pour compléter, merci de m'avoir cité, mais il y a quand même il y a de l'espoir, notamment depuis l'année dernière, on a Gabriela Prestes Carneiro, dont tu as parlé de la mission qui vient d'être embauchée au muséum, et sur des thématiques assez originales en fait par rapport aux thématiques classiques de la coopération France-Brésil. Donc peut-être que ça va amener un peu de renouveau sur l'archéozoologie, la botanique, les périodes plus récentes, l'Amazonie, les Sambaqui. C'est des nouvelles thématiques. Donc, espérons que ça amène un peu d'air, mais ce ne sera pas suffisant. Là, sur le constat général, je suis d'accord avec toi.
La question, c'était plus sur toujours dans cet aspect perspective. Si on regarde cette fois plus au niveau des étudiants, mais des missions, il me semble, j'avais l'impression que notamment au cours de ton mandat, je ne sais pas comment dire, au cours du laps de temps pour lequel tu as été responsable de la sous-commission Amérique, il y a eu quand même une augmentation dans du nombre de missions sur le continent américain. Est-ce que je me trompe ou pas? Et si c'est le cas, dans quelle zone tu vois le plus gros dynamisme en fait sur ces ouvertures de nouvelles missions à la fois sur le plan géographique, sur le plan thématique, chronologique? Qu'est-ce que sont les nouvelles tendances, on va dire, s'il y en a, au-delà des champs classiques de la Mésoamérique et puis des Andes, on va dire, qui ont toujours été des aimants en fait pour l'archéologie française. Alors, bon, je te remercie pour ta question, si tu veux. Alors, sur le plan de ma politique, à moi, si tu veux, elle a été très claire. Je n'étais pas là pour défendre ma politique, donc j'étais là pour défendre les 5 Amériques. Donc c'est pour cela qu'il y avait à la fois une ambition continentale, on travaillait sur les 4 Amériques, pardon, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Donc on a réussi à créer des missions, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit dans les Antilles non françaises. Parce que c'est le problème des Antilles, c'est que c'est moitié français, donc c'était compliqué. Et effectivement, dans les basses-terres. Comme tu le dis, dans les régions Mexique, Guatemala et compagnie, c'était presque stable. Mais toutes les missions que l'on a créées, on les a créées pourquoi? Parce qu'on avait élargi le critère de recrutement. Et que, en fin de compte, on n'avait pas simplement dit il faut avoir un poste fixe, on a dit il faut avoir un post-doc. Et donc, le fait d'avoir des post-doc, évidemment, ça nous a permis d'ouvrir considérablement ou des CPJ, bon, d'ouvrir, si tu veux, les possibilités d'ouvrir des nouvelles missions. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais après, le coup près, il tombe. C'est ça, c'est au bout d'un quadriennal, si on n'a pas de poste, on renouvelle pas la mission. Voilà. Et donc, on a eu effectivement, et là, on perd des missions. Alors, là où c'est peut-être encore un peu plus grave, c'est que là où c'était stable, c'est-à-dire l'Amérique centrale, ben, ça le devient de moins en moins. Ils ont un problème général on a perdu Teotihuacan, par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'était la seule fouille française qu'il y avait à Teotihuacan, ici. Et la personne, du fait qu'elle n'a pas eu de poste, a abandonné et maintenant n'est plus présente à Teotihuacan. Mais ça va commencer à tomber en Amérique du Sud, au Guatemala. Après, tu as un autre problème, et ça sur lequel, Antoine, il va falloir que tu te battes, c'est que tu reprennes le combat des humifres. Ça, c'est un problème franco-français. Parce qu'aux États-Unis, il y a la fameuse villa, machin, je ne me souviens jamais de son nom, qui est une espèce d'humifre caché et qui permet effectivement de jouer le rôle de fournir des thèses, des contre-thèses et évidemment, il y a le SECMA ici et puis l'Institut français du monde andin. Moi, je me suis battu pendant 8 ans pour qu'il y ait au moins quelque chose qui s'ouvre dans les basses terres d'Amérique du Sud. Tout le monde est sensibilisé, tous les ambassadeurs ont été sensibilisés, toutes les ambassades sont sensibilisées et il faut continuer effectivement à sensibiliser, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Uruguay. C'est le seul moyen que l'on aura, c'est d'avoir effectivement une UMIFRE. Ça peut être l'Institut argentin, français d'Argentine,
ça peut être effectivement l'USBI, ça peut être aussi à Rio. Ça nous permettra 3 choses, de recevoir des chercheurs français, d'avoir des postdocs et d'avoir des bourses. Voilà. Et un point de chute attractif. Et c'est ça sur lequel il faut se battre. Le projet avance, mais c'est le combat, il faudra le continuer. Tu peux faire ouais, je vais traduire alors. Então, minha pergunta era sobre a observação do que durante o mandato do Henrique Boeda na comissão das escavações, que ele era encarregado da subcomissão sobre o continente americano, aumentou sensivelmente o número de missões francesas no continente americano, que sempre foi o continente que menos teve missões. Aí eu estava perguntando, justamente, continuando essa conversa sobre as perspectivas futuras, se era o porquê assim, desse aumento e se era umas zonas específicas, além das clássicas áreas de atração, né, das missões francesas a nível americano, que são, de longe, a Mesoamérica e o mundo andino. Aí a resposta do Henrique é que, de fato, teve um aumento das missões, mas isso foi devido ao fato do que eles abriram mais os critérios de seleção, mas também para poder se candidatar às missões. Então, teve mais candidato, porque abriram também para pesquisadores sem vaga fixa, e principalmente pós-doc, então jovens pesquisadores ainda sem vaga fixa, com a condição, porque assim, as missões durante um plano de 4 anos, do que no final dos 4 anos a pessoa tenha uma vaga fixa. Se não tiver, aí fecha a missão e perde. E aí ele está falando que agora, assim, teve a abertura, mas que agora estão perdendo de novo missões, porque as pessoas dentro desse plano quadrienal não conseguiram vaga fixa e que está se perdendo. E estou falando outro sinal preocupante, que até nas áreas clássicas, ele citou o caso do México, né, que começa a se ver que foi sempre um lugar de estabilidade, né, do número de campos de arqueologia bilateral, França e os países interessados, que até lá começar a ter uma diminuição do número de campos. Aí terminou falando que o mundo ideal, a gente precisaria de uma estrutura que em francês chama UNIF, que são os laboratórios de pesquisas internacionais, que são laboratórios franceses, então, com toda a estrutura, também principalmente a carga humana, os recursos humanos, que vêm se instalar em um país e para assim, ser realmente um polo de emanação da pesquisa, não necessariamente somente centrada termino a tradução depois, não centrada em uma disciplina necessariamente, mas em campos disciplinares. E tem isso no México, tem o IFEA no Peru e Equador, e nos Estados Unidos tem uma também equivalente, que não é um MIF, mas é quase. E dá para ver que nesses lugares são realmente lugares que permitem manter forte a dinâmica de cooperação, e que não tem hoje em dia nas terras baixas, Argentina, Brasil, e que teria que ter, que ele está lutando para estar fazendo lobbying para tentar que isso seja criado, mas até agora não teve. Teve na USP uma abertura de um laboratório, uma casa do CNRS, que já é um bom sinal em
entre outras, em ciências humanas, a arqueologia não é muito dentro dos eixos principal, infelizmente, na hora que foi fundada, acho que não pensaram muito na arqueologia, mas quem sabe se monter, qui pour le moment n'est pas du tout tourné vers l'archéologie, mais bon, qui sait, un jour peut-être que ce sera quelque chose qui attirera vers un MIF, on ne sait pas. Il faut faire du lobbying. Ouais, c'est ça. Là, je reviens d'Argentine, ils en ont pris, on a entendu parler, mais c'est sans cesse faire du lobbying, même chose. Le problème, c'est que tu sais, ça dure que 4 ans, donc il faut recommencer sans cesse. Ouais. Mais de toute façon, tu as raison, le premier point, c'est de faire comprendre que l'archéologie est un élément important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait rentrer la jeune chercheuse brésilienne sur l'Amazonie, parce que c'est effectivement des thèmes de recherche qui sont d'actualité. Mm-hmm. Voilà, je veux dire, c'est faire le pont entre le plus ancien et le plus récent, et avec les effets climatiques, tout ce qu'elle fait là, c'est absolument fabuleux. Donc, c'est peut-être aussi nettoyer un peu l'image de l'archéologue Mm-hmm. De la préhistoire. Ouais. Merci. Encore une question? C'est pas vraiment une question, c'est plus un doute ou une interrogation pour l'organisation du séminaire. Ici, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des appels à projets au CNPq et à la CAPES ici au Brésil, donc. Et en ce qui concerne la coopération, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais ce qu'on voit, c'est quelques agences européennes en Suède ou en Norvège, généralement des pays scandinaves, qui font des appels à projets doubles entre qui font des appels à projets dont le projet doit faire intervenir des chercheurs du pays d'origine et des chercheurs brésiliens. Est-ce que tu crois que ce serait un modèle alternatif qui aurait moyen de mettre en place, ou ce serait extrêmement compliqué de monter dans le cas de la France et du Brésil? Non, je pense pas. Je ne vois pas dans le cas. Dans la discussion que j'ai eue récemment avec l'ambassade de Belgique, c'est vrai qu'on a parlé de l'organisation d'aide à l'organisation de réunions scientifiques, si tu veux. Mais je n'ai pas eu de nom précis. Il n'y avait pas un sigle, si tu veux, sur ce truc-là. Oui. Et à ce moment-là, je t'écrirai et je te dirai de te rapprocher d'une certaine personne. Uhum. Eu perguntei para o Henrique sobre alguns tipos de editais do CNPq, geralmente de países escandinavos, da Suécia, da Noruega, que lançam o edital, então, para pesquisas que envolvem tanto pesquisadores do país lá, da Suécia, Noruega, etc., ou da Suíça, e pesquisadores brasileiros. Eu perguntei se podia ser uma via de modificar a forma com a qual as missões são organizadas, seja a partir de chamadas que necessariamente implicam pesquisadores dos dois lados. Ele respondeu que da última vez que ele conversou com pessoas na embaixada, havia mais uma ideia de fomentar reuniões de pesquisa, mas que realmente chamadas, editais para montar projeto de pesquisa em si, não havia sinais ainda de existir. On avait essayé de modifier un peu les projets CAPES Coffee Cube, mais ça n'a pas été possible. Et Ouais. puis après, on a un problème, si tu veux, c'est que c'est le CNPq, et je crois qu'il manque un rapprochement entre l'ambassade et le CNPq. Je pense que ça c'est quelque chose qui
qui pose pas un problème, qui est absent. Ele continuou comentando que tentaram modificar os projetos COFECUB, tipo de projetos. Ah? Eu falei francês? Não, né? Falei português. Mas que não deu muito certo. Agora, uma das coisas que ele vê que está faltando é uma aproximação entre a embaixada e o CNPq, por exemplo. Que a agência da pesquisa França abriu agora tem um convênio com o CNPq. Isso acho que é para fazer projetos bom. porque na verdade cada COFECUB, o USP e o COFECUB tem os dois formatos, elas são só para viagem, e não para campo, não para análise. São aqueles que você comentou do sim. FASTEP, Oi? e agora que são assim, 3 convênios principais para poder fazer esses projetos de pesquisa mais ambiciosos, né? E a cooperação bilateral. A gente precisa abrir uma ENER-FAPEP. Então, o objetivo... Verdade. Sim, talvez seja a parte mais complicada. Mais Pour finir, je pense qu'il y a un élément important, c'est qu'autant il y a quelques années, l'ambassade avait un rôle, je dirais, un peu central. Maintenant, les consulats ont un rôle du girondisme. C'est-à-dire qu'on est dans le jacobinisme strict, on est un peu dans le girondisme, et que ce soit, bon ça Antoine le sait bien avec le consulat de Sao Paulo, nous on connaît mieux avec le consulat de Recife, il y a des possibilités effectivement dans les consulats. Alors, le consulat de Rio, personne n'a jamais rien tenté, mais bon, ce serait à tenter. Mais disons qu'on a tendance à nous renvoyer vers eux, et je sais que si on s'y prend suffisamment tôt, ils peuvent avoir de l'argent réservé à ça. Ele diz que alguns anos atrás, no passado, a embaixada de Brasília, portanto, tinha um papel ativo muito claro, e que nos últimos anos esse papel ativo da embaixada foi diminuído em proveito dos consulados. Então, que o Consulado-Geral da França no Recife, por exemplo, se tornou um protagonista mais importante dentro do cenário da cooperação franco-brasileira, e a gente vê até esse evento é financiado pelo consulado, né? Não é pela embaixada, é pelo consulado mesmo, e diz que provavelmente se a gente consegue montar alguma coisa com certo prazo, os consulados podem encontrar formas de financiamento. Então talvez haja ali algo para a gente pensar de estreitar laços com o Recife e fomentar a criação de um consulado geral em Teresina. Oui, voilà. Donc, mais il faut prévoir un an à l'avance. Oui, sim. Voilà. Pour qu'il le budgétise. Oui, mais tudo isso implica que é planejado anos antes, porque as embaixadas não podem simplesmente receber dinheiro assim, né? Mas que é algo que a gente já faz em todos os projetos de pesquisa. En fait, tous les projets de recherche sont de toute façon planifiés plus ou moins à l'avance, en théorie. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Já está bem tarde, está mais tarde ainda agora na França. Caroline n'a pas de questions? Caroline? Não? Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado, Henrique, pela paciência,
pela assiduidade em permanecer com a gente até essa hora. Obrigado por sua fala, obrigado por suas observações, que são sempre valiosas de alguém que acompanha essas tendências há muito mais tempo que todos nós. Então, muito obrigado de novo. Espero que na próxima edição do seminário a gente tenha você fisicamente, dessa vez aqui em Teresina, porque a próxima edição vai ser em Teresina de novo. Tudo vai ser em Teresina a partir de agora para diante. E j'espère que... Eu estava falando português para você agora. Ah, oui, monsieur. Quand est-ce que tu fouilles au mois de juillet? Probablement en deuxième quinzaine du mois de juillet, normalement. Normalement. Bien, j'aime bien les ambassadeurs, moi. Ils amènent des petits fours, alors je suis content. Non, mais voilà, donc voilà, je dois répondre ce soir. Donc. Bien, merci à tous. Merci à tous e merci a todos pela participação. Obrigado a todos pela participação nesse seminário. Merci à tous aussi. Merci à tous et à toutes.